Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce séminaire de trading. Ce soir, on va discuter stratégie pour le Summer Trading Challenge aux côtés de Vidéo Bourse. Merci Fabien. Fabien est fondateur de Vidéo Bourse. Je te laisse une petite minute pour te présenter. Merci Maëva. Eh bien, effectivement, j'ai fondé Vidéo Bourse en 2007. Je suis même passionné de trading et d'investissement et j'échange quotidiennement avec pas mal de monde, pas mal de traders et de professionnels aux profils divers autour du secteur de la finance de marché. C'est un secteur passionnant, il y a beaucoup de choses à faire et ce soir, on va se concentrer sur ma stratégie dans le cadre de ce Summer Trading Challenge. Et je vais essayer également d'élargir la présentation à une stratégie que je juge optimale pour un participant, un trader qui voudrait atteindre les lots. Voilà, vous allez comprendre pourquoi je différencie les deux. Qu'est-ce que je voudrais savoir? Si tout est bon au niveau du son et de l'image, si tout est confortable pour nos auditeurs, s'il n'y a pas d'écho. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans la fenêtre questions à l'écrit que vous voyez bien la présentation et que vous entendez correctement le son? Parfait, tout fonctionne. Je me présente, Maëva Chazal, directrice commerciale chez IG. Beaucoup d'entre vous doivent déjà me connaître. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis en charge de toute l'équipe New Business. Donc, c'est nous que vous aurez au téléphone à partir du moment où vous devenez client chez IG, qui répondons à vos questions et qui sommes là pour vous guider sur l'utilisation de notre plateforme et de nos produits. Parfait, tout fonctionne. Eh bien, allons-y. Je te laisse la parole, Fabien. Et je vous rappelle que à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre questions. C'est vraiment des sessions qui se veulent participatives. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous verrez qu'on vous a préparé quelques petits sondages pour un petit peu booster tout ça et rendre ce webinaire plus fun. Mais vraiment, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas surtout. À toi, Fabien. Ouais, et je fais un peu de pub pour Maeva, qui est Head of Sales chez IG et qui connaît très bien les problématiques des traders. Et on a fait une belle interview il y a un peu plus d'un an, centrée sur la psychologie du trader, la psychologie des marchés, que vous pouvez voir sur Vidéo Bourse. Ça a déjà été vu 3000 fois. Voilà. Allez, je vais prendre la main. Du coup, est-ce que je dois faire quelque chose de mon côté? Non, c'est bon, tu as déjà la main. Parfait. Ok, la présentation, c'est fait et on va commencer dans le vif du sujet. Pour moi, il faut définir l'objectif et le contexte. Donc, l'objectif, mon objectif personnel, c'est d'arriver bien classé. L'année dernière, j'étais arrivé 11e sur 350 participants environ. Cette année, j'aimerais faire au moins aussi bien, voire mieux. Je ne vais pas forcément chercher à aller décrocher un lot parce que la concurrence devient féroce plus on se rapproche des places payées justement. Et du coup, l'objectif de la plupart de nos auditeurs ce soir va justement être de tendre vers ces trois premières places qui sont les places récompensées. Et je pense surtout la première place qui propose un lot qui est excellent, qui est une station de trading tout équipée. Donc, pour ça, on va essayer de correctement qualifier et dresser le profil des résultats en se basant sur ce qu'on a eu l'année dernière et en voyant déjà comment se dessine le, le classement de cette année. Voilà, puisque chaque soir à 18h, c'est mis à jour. On a déjà 2 jours de trading en place. Donc, le contexte, c'est celui d'un concours. C'est un contexte ludique. C'est pas du trading normal, mais pourquoi pas en fait m'entrer dans ma manière d'appréhender le trading spéculatif. Il faut bien qualifier l'objectif pour pas se disperser. Je pense que c'est une problématique récurrente parmi toutes les discussions ou sondages ou études qu'on a pu faire. C'est vraiment ce qui fait perdre une majorité de traders sur le long terme, traders particuliers, j'entends, c'est le manque de cadre, le manque de rigueur, le manque de discipline. Une fois qu'on a bien défini un objectif, au moins on peut tout monter autour pour se centrer sur le fait d'atteindre cet objectif. Et le concours, avec ce classement, au moins lui cadre les choses et nous permet de nous concentrer là-dessus. Tout à fait, Voilà. Fabien. Et j'en profite juste pour ajouter quelque chose parce qu'il y a une règle en plus cette année, c'est qu'il faut avoir passé au moins 10 ordres sur la période des 10 jours du concours. Voilà. Pour pas faire, vous voyez, un all-in avec une grosse position qui soit pas du tout raisonnable et espérer que ce soit payant. Voilà. Donc il y a cette règle qui a été rajoutée. Je me permettais de le préciser. Ok.
J'ai entendu le webinaire que tu as animé hier avec Valérie Gastaldi, qui était intéressant. Si vous avez l'occasion, vous pouvez l'écouter. Il est disponible en replay sur la chaîne YouTube d'IG. Et donc, Valérie proposait une quinzaine de trades. Pour elle, c'était assez optimal pour tendre vers la réussite. J'ai pas vraiment réfléchi moi en termes de nombre de positions à prendre, mais effectivement, il y a cette règle qui est imposée, donc il faut en tenir compte dans sa stratégie. En tout cas, je vais passer à la slide suivante pour articuler tout ça. Donc, l'objectif, il est clair, terminé en haut. 3 places payées sur 300 participants. On va peut-être avoir un peu plus que ça, parce que les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc, euh, voilà. Mais en gros, si on considère ça, il faut finir dans le top 1% parmi tous les participants. Donc, dans cette présentation, j'ai prévu de vous parler. On va commencer par essayer d'identifier le contexte, de voir comment on peut se concentrer sur l'objectif, ajuster son risque, optimiser son timing, observer les traders, donc les autres concurrents, les autres participants, et tenter en fin de concours. Pour moi, ce sera important de vraiment ajuster et de prendre des risques excessifs en fin de concours parce qu'on est dans une dimension ludique là. On est en train d'essayer justement de performer. Mention spéciale en haut à droite, vous voyez des images que je trouve très sympas et que j'ai faites donc pour ce webinaire avec Midjourney. Il y a une grosse hype, une grosse dynamique autour de l'intelligence artificielle et il y a des outils qui sont assez formidables. Donc voilà, j'espère qu'elles vous plairont. Allez, le contexte de marché. On va commencer par définir un contexte de marché pour prendre des positions. Donc définir un contexte de marché, ça se fait pour moi d'abord par de l'analyse fondamentale et contextuelle. Là, on est dans un concours qui va être sur donc du 3 juillet au 13 juillet, donc sur 10 jours. C'est une période assez courte. Du coup, on va s'intéresser au contexte à cet horizon de temps. Bien sûr, si on avait un concours sur 3 mois, par exemple, on ferait un autre travail, donc adapter son analyse fondamentale. Les problématiques du moment, déjà, on constate qu'on est dans un environnement de marché plutôt rassuré, plutôt calme, notamment sur les actions, avec une volatilité qui est basse. Je crois que le VIX, on doit tendre vers 13, donc on est entre 13 et 14 en ce moment, donc c'est vraiment synonyme d'une volatilité basse. D'ailleurs, sur les indices européens et le CAC 40 notamment, on est sur des niveaux historiques. Aux US, on a largement corrigé. Alors, c'est pas un contexte qui est euh, voilà, euphorique, hein, pas du tout, puisque voilà, il y a cette problématique d'inflation qui peut être intéressante et qui peut driver d'ailleurs à la hausse les marchés pendant un bon moment si elle est cadrée pendant longtemps, hein, les banquiers centraux et chercher l'inflation. Aujourd'hui, on l'a. Le tout est qu'elle ne soit pas excessive, mais ça peut être un sacré moteur à l'économie. Il y a toutes ces problématiques de taux et d'ajustement, par contre, entre taux court et taux long qui peuvent, à un moment donné, amener des phases de volatilité, etc. Mais le fait est que là, pour moi, à l'heure actuelle, on n'a pas de panique, on n'a pas d'inquiétude particulière. Spécifiquement aujourd'hui, c'est le jour de la fête nationale aux États-Unis. Donc ça aussi, dans le contexte, je dirais faire attention à quel jour on est, quelle heure on est également. Quelques premiers retours que j'ai eus, et je t'ai transmis la question, Maëva, de participants, il y en a qui découvrent les Turbo 24. Moi, je sais que parmi les auditeurs de Vidéo Bourse, il y en a qui sont habitués à trader les CFD chez IG et qui découvrent un peu les turbos. Et voilà, c'est pour ça que je te demandais s'il y avait la possibilité d'avoir les heures et l'évolution des spreads en fonction des actifs. Donc faire attention bien sûr à traiter le bon actif au bon moment pour avoir des spreads optimaux parce qu'une des caractéristiques et une des forces des Turbo 24, c'est d'avoir d'excellentes conditions d'intervention pour faire du trading à court terme, des spreads très serrés, pas ou peu de commissions en fonction des turbos, je ne vais pas dire de bêtises. Et du coup, voilà, il faut faire bien attention au moment de la journée dans lequel on est pour trader la bonne place de marché en fonction de sa stratégie. Voilà, dresser le contexte du marché, tendre vers les actifs adéquats pour monter sa stratégie et être au fait des différentes conditions, donc en termes de... Tout à fait. Alors déjà, ce que je vais faire, comme tu dis que les turbos, effectivement, c'est un produit assez nouveau. D'ailleurs, il y a pas mal d'entre vous.
pendant le concours qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de webinaire sur l'utilisation des Turbo 24 parce que c'est vrai qu'on avait déjà fait beaucoup de contenu là-dessus dans les concours précédents. Donc, on essaie vraiment là de se focaliser sur la stratégie. Néanmoins, si certains d'entre vous veulent un petit peu d'explication, on a Christophe, notre business développeur, qui a fait une super vidéo sur le passage d'ordre Turbo 24. Donc, n'hésitez pas à me demander le lien. Je vais voir là si je peux vous envoyer le lien. Voilà, voilà, je vous l'ai envoyé. Donc là, vous devriez le voir dans la fonction de chat. Je vous ai envoyé le lien de cette vidéo si certains d'entre vous ont besoin de voir ça. Au niveau du spread, tu as raison, Fabien. En fait, un petit peu comme sur le CFD, alors là, on est sur du produit listé, hein, donc ça n'a rien à voir. Mais le spread va être le plus intéressant quand vous êtes dans les horaires standards de marché. Dès que vous allez sortir des horaires standards, que vous serez sur la cotation future ou carrément sur la cotation électronique, puisque rappelons-le, le turbo 24 sur les indices notamment et un turbo qui code 24 heures sur 24, là vous aurez forcément un spread un petit peu élargi. Autre avantage du turbo 24, c'est que si jamais vous êtes en position et que par exemple votre niveau de knockout, donc de désactivation, venait à être touché pendant la fermeture du marché sous-jacent, comme le marché sous-jacent est fermé, votre position knockout sur turbo ne sera pas coupée. Donc ça veut dire que vous avez finalement la chance que à la réouverture le lendemain matin, si le marché est retourné dans le sens que vous aviez anticipé, et ben que la position continue d'exister. Donc ça, c'est quand même hyper pratique, notamment quand on est dans des périodes de forte volatilité, d'annonces. Nous, on avait fait un petit peu l'exemple quand on était pendant la période électorale américaine. Donc le marché français était déjà fermé, on avait pris des positions. Pendant la nuit, notre knockout théorique a été touché, mais en fait la position est restée ouverte comme le CAC était fermé, le sous-jacent était fermé, et le lendemain matin, à la réouverture, et ben, bonne nouvelle, le marché est reparti dans le bon sens et du coup notre position est revenue dans le gain et a pu continuer à se développer. Donc voilà, c'est vraiment des avantages hyper intéressants. Tout à l'heure aussi, tu parlais de la commission. La commission sur le Turbo 24, vous n'en avez pas à partir du moment où votre nominal est supérieur à 300 euros. Donc pour toutes les positions supérieures à 300 euros, vous n'aurez pas de commission. Sinon, vous avez une commission de 3 euros à l'ouverture de la position et à la clôture de la position. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions. Ouais. Et bah, ce que tu décris, hein, c'est un travail important aussi du trader qu'on ne met pas forcément en avant, mais bon, bien comprendre et bien estimer, bien évaluer sa contrepartie et les caractéristiques du produit qu'on traite pour coller à l'objectif de sa stratégie. Et bah, ici, la contrepartie, c'est IG qui a une compétence, un savoir-faire ben, remarquable. De toute façon, c'est une entreprise qui existe depuis 1972, qui est cotée à la Bourse de Londres. Donc, la contrepartie, nickel. Au niveau du produit, il y a 17 000 produits disponibles chez IG. Donc, sur un même sous-jacent, vous allez avoir des produits différents. Le concours, là, il est centré sur les Turbo 24. Et c'est un type de produit qui est vraiment intéressant, purement directionnel et ben, avec un code ISIN sur les transactions qui amène un certain degré de transparence qui est vraiment intéressant. Maintenant, chez IG, vous allez avoir des choses, bah, par exemple, comme des options et des produits qui peuvent répondre à un besoin très spécifique et qui peuvent mieux coller à votre stratégie. Donc ça aussi fait partie du travail, à mon avis, du trader, à prendre au sérieux. Voilà, pas juste aller vers un produit parce qu'on a l'habitude de le traiter, mais bien optimiser tous ces paramètres. Et au final, ça peut faire une sacrée différence. Maëva, si tu as un exemple justement des caractéristiques des knockouts, c'est qu'ils ne sont pas forcément exercés, qu'ils ne sont pas exercés pendant la nuit, par exemple. Et bah, parfois, ça fait une grosse différence. En tout cas, jouer avec Voilà. ses avantages. Euh, Eh ben tout ça, exactement, voilà. C'est tout à fait l'exemple que je citais tout à l'heure avec les marchés US, c'est que quand on est dans des périodes de forte volatilité, le fait que le knockout soit pas touché la nuit, ça peut être intéressant parce que ça peut vous permettre d'aller sur une position qui est finalement assez risquée, sur laquelle vous n'iriez pas avec un autre outil, mais pour lequel là, d'une part, vous êtes certain de perdre seulement la somme investie, hein, parce que rappelons-le, avec le knockout qui est inclus dans la structure même du produit, il n'y a pas de slippage. Voilà, vous perdez seulement
la prime que vous allez payer, que vous avez payée au départ. Donc ça, c'est extrêmement rassurant quand on est investisseur. Et après, effectivement, ça peut permettre d'aller sur des situations, donc spéculer sur le marché européen alors qu'on envisage des stats sur les US ou un contexte géopolitique particulier sur les US. Ça peut être vraiment hyper intéressant. Ok. Alors, est-ce que les sondages, je peux les lancer moi-même ou est-ce que c'est toi qui les lances, Maëva? Oui, tout à fait. Je peux lancer les sondages par lequel tu veux qu'on commence. Alors, on va commencer par l'objectif. J'en ai parlé au départ. Donc, avez-vous un objectif, take profit clairement défini avant d'entrer en position? Parfait. Et ben ça y est. Donc le sondage est lancé. Je vous laisse tous répondre. Donc là, on va vraiment commencer à s'intéresser à la stratégie. Et avant de discuter de celle de Fabien, eh bien vous, quelle est la vôtre? Est-ce que vous avez un objectif qui est déjà clairement défini, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt juste une tendance et vous allez voir jusqu'où la tendance va vous mener? Finalement, comment est-ce que vous fonctionnez? Ok. Alors, je vais continuer la présentation. J'ai parlé d'analyse fondamentale, de cadrer le contexte. L'analyse statistique, on peut la pratiquer de plusieurs manières. L'année dernière, j'avais réalisé un webinaire dans le cadre du IG Summer Trading Challenge et j'avais parlé, c'était aux côtés de Mark Dagger et ma présentation portait sur l'expected move, donc la manière de tirer des informations très intéressantes du pricing d'options, puisque sur les options, on a des dates d'échéance futures et les market makers, c'est leur travail, cherchent à correctement évaluer et pricer la volatilité implicite en fonction du temps, etc. Et tout ça donne un cadrage statistique pertinent et assez puissant euh, qui, à mon avis, qu'il faut savoir maîtriser même si on ne traite pas directement les options. Chez IG, vous avez la possibilité de trader les options vanille, mais même sans les traiter, vous avez de l'information très utile, faire ce cadrage statistique. Après, pour notre cas précis qui est celui du concours, l'analyse statistique, je vais vous en proposer une. Alors, j'ai pris deux classements. Donc ça, c'est le classement de cette année. Voilà. Donc, est-ce qu'on le voit bien à l'écran, mon classement? Alors, je ne sais pas si Maëva, tu m'entends? Oui, tout à fait. J'étais en mute, excuse-moi, donc j'étais en train de Ok. te parler, mais tu m'entendais pas. Alors pour le moment, on voit le sondage, donc je vais clôturer le sondage. Juste pour vous donner une idée, on a eu 81% de répondants, 56% qui nous ont dit oui, donc qui entrent dans le marché avec un objectif clair, et 44% non. Voilà. Je clôture ce sondage-là et comme ça, on pourra voir ton écran. Voilà, on voit ton écran avec le classement. Donc ça, c'est le classement actuel. On est, ouais, c'est ça, 4 juillet 2023. Donc, on a pour le moment le numéro 1 qui a 29,9% de performance. Ensuite, dans le top 10, le dixième participant, on est à 7,5%. Le 20e, il est à 2,1%. Alors moi, je me trouve ici, je suis 27e et en fait, je suis le premier de ceux qui ne sont pas à zéro. Et comme je vous ai dit, moi, mon objectif, l'année dernière, j'étais 11e. Cette année, je vais encore arriver bien placé et idéalement mieux que 11e. Mais en fait, je serais content si j'arrive à avoir un bon classement année après année, puisque c'est une belle référence et c'est le symbole d'un certain savoir-faire, à mon avis, que j'essaierai de promouvoir. Ça, c'est mon objectif perso. Mais du coup, on va voir que plus le temps va passer, plus vers les premières places, on va avoir des performances très élevées. Et je vous propose de regarder le classement de l'année dernière. Donc, on va avoir ici le classement final de l'édition 2022, où on avait le numéro 1 qui avait terminé avec 657,1%, le numéro 2 359,7% et le numéro 3 179,2%. Donc, on peut se dire que cette année, on pourrait tendre vers ce type de performance, en tout cas que dans les places payées, même s'il y a des nouvelles contraintes réglementaires qui pourraient, voilà, avec ces 10 positions obligatoires, un peu changer les choses, à mon avis, on va tendre vers des performances à plusieurs centaines de pourcents pour les premiers.
les raisons sont qu'on est sur des produits à effet de levier et donc qu'on peut avoir des performances comme ça démultipliées. Bien sûr, ça va de pair avec le risque. Et alors, c'est encore totalement exacerbé puisque dans un concours en compte démo. Et donc, on va avoir énormément de traders, de participants au concours qui vont tendre vers 100% de perte puisqu'ils vont prendre un risque maximal. Et si on n'est pas limité en termes de gains et qu'on peut tendre vers des 657% comme le gagnant de l'année dernière, en termes de perte, une fois qu'on a perdu son capital, on ne peut plus revenir. Donc, il va falloir jouer avec ça. Et moi, pour le moment, je vais être très patient dans les premiers jours. Alors, j'ai 10 positions obligatoirement à prendre avant la fin du concours, mais je vais plutôt commencer, moi, à trader activement à partir de la semaine prochaine. Donc, je vais déjà attendre, je vais être patient, je vais attendre de voir ce que font mes concurrents en fait cette semaine. J'ai fait une petite position juste histoire d'enclencher et de passer au-dessus de tous ceux qui sont à 0%. C'était une position à l'achat sur le CAC 40 où j'ai essayé d'optimiser mon point d'entrée acheteur avec un peu d'analyse technique, analyse de flux d'ordre très simple, avec un tout petit objectif. Donc j'avais une énorme probabilité de réussite. Et à partir de là, je vais attendre de voir. Et j'enclencherai un trading plus actif en fin de concours pour essayer d'atteindre mon objectif et de me dire, bah tiens, cette place, par exemple, où on a une performance, l'année dernière, j'avais terminé avec 38,2%. Voilà, si par exemple les places qui m'intéressent, les performances sont de l'ordre de 20%, j'essaierai à ce moment-là d'optimiser ma stratégie pour tendre vers les 20%. Donc je vais beaucoup regarder les autres. Alors juste pour illustrer, déjà on est en début de concours et en fait on a à partir de la 28e place, on passe en territoire négatif pour les participants et ça s'accentue, et notamment à partir de la 157e place, on est en dessous de 50%, donc c'est très dur de remonter après un drawdown supérieur à 50%. Donc on a déjà énormément de concurrents qui sont éliminés après seulement 2 séances de concours. Alors on va avoir des nouveaux inscrits là dans les prochains jours, mais voilà, ça cadre un peu les choses. Euh, et au Alors, moins, je ça précise permet. aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que sur le classement, on ne voit le solde que des positions clôturées. C'est-à-dire que si vous avez un gain latent mais que la position n'est pas clôturée, votre solde ne sera pas mis à jour. Donc ça aussi, il faut un petit peu le prendre en compte quand on voit certains soldes négatifs ou certains soldes qui semblent assez bas, parce qu'il peut y avoir de la plus-value latente qui n'a pas été clôturée, hein. Donc ça, il faut l'anticiper. Alors, d'expérience, généralement, c'est vers la fin de la première semaine que les personnes qui ont pas mal de gains latents clôturent les positions pour que vraiment ce soit concrétisé et que ça apparaisse sur le solde du compte. D'accord. Donc un classement à titre indicatif qui est mis à jour chaque soir, mais par contre un classement définitif l'année dernière. Et on peut quand même penser qu'on tende vers le même type de profil, le même type de distribution au niveau des résultats finaux. Donc Tout quand même à s'en fait. inspirer. Et le classement de l'année dernière, il est disponible. Alors je te l'avais demandé, Maëva, et puis je l'ai retrouvé au format PDF. Et voilà, vous pouvez l'avoir, le classement de l'année dernière. Donc n'hésitez pas. C'est intéressant. Enfin, analyse technique, donc ça c'est pour optimiser son timing au moment de la prise de position. Si je montre ma plateforme IG à l'écran, je suis sur mon compte Turbo 24 que j'utilise dans le cadre du concours. Donc je suis à 10 020, ce qui correspond aux 0,2% de profit. À l'écran, j'ai simplement des bandes de Bollinger. Là, j'ai un graphique en journalier sur le S&P 500. S&P 500, l'indice de référence pour les États-Unis et un indice de référence à l'échelle mondiale, donc qui donne bien le pouls du marché. Aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis. Voilà, le graphique journalier permet d'avoir le recul nécessaire. Les bandes de Bollinger, j'en avais parlé également lors du webinaire de l'année dernière. Euh, je m'en sers, j'aime bien les bandes de Bollinger. C'est un indicateur qui est simplement dérivé de prix, mais qui, je trouve, met bien en évidence cette notion de deux écarts types à partir de la moyenne mobile 20 qui est au milieu, et ça donne des informations pertinentes, intéressantes, des vrais repères, un cadrage par rapport à la volatilité historique. Donc c'est pour ça que compléter étude de volatilité historique avec les bandes de Bollinger et étude de la volatilité implicite avec les options, ça permet déjà d'avoir un cadrage statistique intéressant. Et ensuite, pour optimiser avec de l'analyse technique ces prises de position, bah, plus on va tendre vers le court terme,
plus il va falloir être minutieux et étudier des données comme les flux d'ordre, les choses comme ça. D'ailleurs, sur Vidéo Bourse, il y a d'excellents traders qui sont présents sur le Discord et dont certains qui tradent à court terme et qui ont un réel savoir-faire dans l'étude de la distribution des volumes, des liquidités au cours d'une journée. Mais une chose que disait Valérie Gastaldi hier dans le webinaire qui était intéressante, c'était que plus on tend vers les unités de, pardon, plus on tend vers les unités de temps basses, plus c'est difficile, plus on est en compétition avec des algorithmes, plus on prend du recul, plus on tend vers des unités de temps longues, plus on est dans de l'investissement classique et dans un schéma de réflexion qui va être plus naturel pour un être humain, donc, et plus confortable aussi. Voilà, donc ça, après ça c'est un choix. Là on est dans un concours sur du relativement court terme, 10 jours, on est obligé de prendre 10 positions, donc de toute façon on va quand même être dans du court terme a priori, sauf si dès le début par exemple on prend 10 positions sur 10 actifs qui, on pense, vont monter. Euh, sur 10 jours comme ça, c'est quand même, à mon avis, compliqué de faire ça parce que certes, on est dans une phase de marché là où tout se passe bien, où la volatilité est basse, mais il suffit d'un jour pour que le contexte change et qu'on se prenne une journée à -2, -3%. C'est quelque chose d'assez classique. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à m'adapter au jour le jour, au contexte, et à trader en conséquence, en gardant tout le temps à l'esprit mon objectif qui est de bien me classer au final. Donc voilà, un petit cadrage de mon type de réflexion en tout cas par rapport à ça. Ok, alors c'était bon pour le premier sondage et je te propose Maëva de lancer le second sondage. Parfait. Second Donc, sondage, ouais, c'est par rapport à l'analyse fondamentale, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Réalisez-vous une analyse Ok. fondamentale, donc contextuelle, avant d'ouvrir un trade ou pas? Est-ce que vous faites que de l'analyse technique ou est-ce que vous... Oui, et pour ceux qui répondent non d'ailleurs, si vous pouvez nous mettre dans la fenêtre questions ce sur quoi vous appuyez justement, que ce soit de l'analyse technique, comme ça on aura un petit peu plus de détails, hein. Donc vous pouvez compléter votre réponse dans la fenêtre questions en nous disant si vous ne réalisez pas d'analyse fondamentale, et ben sur quoi est-ce que vous vous basez pour entrer dans le marché? Qu'est-ce que vous regardez spécifiquement? Alors, on a déjà quelques réponses, hein, quand même majoritairement pas d'analyse fondamentale. Et je vois que dans les questions, j'ai beaucoup d'analyse technique. On me détaille même moyenne mobile à 15, à 1 et à 3, les points pivots, Bollinger, MACD, RSI, des moyennes mobiles. Euh, ah non, 3 unités de temps. D'accord, le 15 minutes, le 1 minute et le 3 minutes, avec les pivots Bollinger, MACD, RSI moyenne mobile et beaucoup d'analyse technique. Ouais, bien sûr, pourquoi pas, et chaque trader a sa spécialité, mais voilà, les points pivots, j'aime bien, c'est un vrai repère, et de toute façon, c'est largement utilisé, et ce qui est largement utilisé donne quand même, bah, ça suffit à lui-même, en fait, ça donne de l'importance, parce que beaucoup de gens regardent la même chose. Pareil, les bandes de Bollinger, c'est très regardé, il y a des moyennes mobiles qui sont voilà, des incontournables, la moyenne mobile 200 par exemple. Après, tous ces indicateurs dont on parle, c'est des indicateurs qui sont dérivés de prix, donc ça va donner des repères, mais ça ne donnera pas plus d'informations qu'à l'œil nu, ce que vous pouvez avoir sur les graphiques. Là où vous allez avoir de l'information plus poussée, c'est justement quand vous faites le cadrage statistique, notamment par rapport à la volatilité implicite, ou par exemple quand vous allez étudier, bah, chez IG, vous avez des CFD indexés sur les futurs. C'est très bien parce que ça permet de prendre des positions avec sans taille de lot standardisée, mais les grosses firmes sont souvent sur Futur pour faire des échanges sur indices, etc. Surtout dans ce qui est spéculatif. C'est un marché qui est centralisé, qui a donné beaucoup d'informations. C'est des marchés à échéance aussi. Et bah, c'est des informations au niveau des flux d'ordre, des volumes, etc., qui peut être intéressantes à étudier, surtout quand on tend vers des unités de temps basses. Et vous avez toute une gamme de CFD indexés sur les futurs. Chez IG, ça va avoir pas mal d'avantages qu'il faut savoir manipuler. C'est pas l'objet du webinaire de ce soir, mais voilà, sachez que vraiment, quand IG annonce 17 000 produits disponibles, c'est précieux puisque ça permet de rentrer vraiment dans le détail, dans la précision quand on veut jouer une stratégie. Voilà. Alors, je vais passer au slide suivant. Alors, Oui.
Hop, je clôture pour que tu puisses montrer les slides. Donc, on a eu 75% de répondants, 60% de personnes qui nous ont dit non. Et sur le détail, donc on nous a parlé d'analyse technique. On a aussi beaucoup de personnes qui font de l'intraday, c'est-à-dire qui, ou même carrément, on pourrait dire, je sais pas, du mi-intraday, c'est-à-dire qu'ils ouvrent le matin, ils ferment en fin de matinée, ou alors pareil l'après-midi, ouverture le midi et fermeture en fin d'après-midi. Pas mal de personnes qui nous disent qu'elles sont incapables de faire de l'analyse fondamentale. Alors, quelle est la performance du gagnant en 2022? Alors ça, Fabien le disait tout à l'heure, le premier est monté à 75 000, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça? Alors, le premier a terminé à 75 712 Voilà, euros avec un capital de départ de 10 000, donc une performance de voilà. 657,1%. Ouais. Voilà, ça c'était la performance sur l'année dernière. On nous précise aussi analyse technique, borne de Bollinger. J'investis sur les corrections après les hausses et les baisses importantes par rapport à des périodes trop courtes finalement pour l'analyse fondamentale, je trouve. Je me sers de l'analyse fondamentale pour vérifier le bien fondé de ce que j'ai analysé en analyse technique. Voilà, pour te donner quelques feedbacks de ce que font les participants. Ok. Après, c'est vrai que quand on dit analyse fondamentale, ça va dépendre aussi de l'actif auquel on s'intéresse. Moi, dans ce challenge, je vais surtout traiter les indices. Là, ma première position, elle était sur le CAC 40. Et après, bah, je regarderai alors soit du CAC 40, soit du Nasdaq, soit du S&P 500. Je ne pense pas traiter les crypto-monnaies. Vous avez un large spectre de produits disponibles, hein, sur Turbo 24. Il y a même les devises, me semble-t-il. Donc, vous n'allez pas faire le même type d'analyse fondamentale si vous traitez une action individuelle que si vous traitez un indice, que si vous traitez une devise. Mais à mon avis, ce cadrage fondamental, il est important, même si vous prenez au final des positions à court terme pour savoir le contexte, le narratif dans lequel on évolue. Là, bon, c'est férié aux États-Unis, c'est pas important. Enfin, il faut juste pas traiter les marchés américains a priori. Mais en ce moment, on est dans une période de volatilité basse, dans une période il y a des problématiques par rapport à l'inflation, par rapport au taux, mais il n'y a pas de grosses craintes. À d'autres moments de l'année, on va être sur des drivers forts. Je ne les anticipe pas encore, mais par le passé, on en a eu. Quand on approchait par exemple, du Brexit, bah, tout le monde avait les yeux rivés sur cette problématique. Il fallait absolument l'avoir en tête. Récemment, quand il y a eu la guerre en Ukraine le premier mois, toutes les infos étaient centrées sur la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui s'y passait? Quelles sont les évolutions, etc. Et voilà, il faut avoir un cadrage fondamental. Et pour ça, aujourd'hui, il y a énormément d'informations de très bonne qualité. Déjà, chaque matin, Alexandre Baradez fait un travail remarquable à 11 heures que vous pouvez suivre sur la chaîne YouTube d'IG. Cadrage fondamental de très haute qualité quotidien. Vous avez aussi d'excellents analystes. Voilà, on ne manque plus d'informations, hein. Ça, c'est sûr que il y a longtemps maintenant, hein, mais, on va dire dans les années 2000 ou même quand j'ai commencé, il y avait une grosse différence d'accès à l'information de qualité entre les particuliers et les professionnels. Aujourd'hui, en tant que particulier, on peut avoir un accès à l'information de très grande qualité et l'enjeu, c'est plus de la trier, de la hiérarchiser et de la filtrer parce qu'on ne peut pas tout regarder, c'est pas notre but. Mais voilà, cadrage fondamental, savoir dans quel contexte on évolue, pour moi, c'est important. Et par rapport à l'analyse technique, je dois dire que je Alors, suis j'en membre de profite. la... Vas-y. Juste, je te coupe juste pour compléter tout à l'heure ce que tu disais sur ce qui était disponible sur les turbos, parce que toi, tu vas aller majoritairement, donc plutôt sur les indices, mais c'est vrai que, il y a du forex, il y a des actions aussi, parce que très souvent, on l'oublie, mais il y a énormément d'actions disponibles, notamment pas mal d'actions US, telles que Apple, Tesla, ce genre de choses. Il y a des matières premières avec le pétrole, le gaz naturel, l'or. Vous avez le VIX également qui est disponible et il y a de la crypto avec le Bitcoin et l'Ether. Donc c'est vrai que c'est des choses souvent qu'on oublie. On ne pense pas que ce soit disponible sur les turbos, mais ça l'est. Donc si certains sont férus de crypto-monnaie, n'hésitez pas à les regarder. Ça peut valoir le coup si vous avez une expertise sur ce marché. Exact. Et bah, les crypto-monnaies, c'est un milieu un peu encore assez sauvage, puisqu'il y a moins d'un an, on a eu l'affaire FTX. Donc, bah, le produit fait vraiment sens. Ici, vous pouvez donc jouer, trader les crypto-monnaies dans un confort et une sécurité optimale, ce qui est un vrai enjeu sur cette classe d'actifs.
Et ça peut être intéressant, notamment si on enclenche un bull run en ce moment sur le Bitcoin. On est aux portes de résistance importantes et les crypto-monnaies, le Bitcoin, c'est une classe d'actifs qui présente souvent des asymétries de volatilité et un potentiel explosif. Quand ça démarre, ça démarre. Donc voilà, ça peut faire sens. Et en tout cas, vous savez qu'avec ces produits, vous pourrez jouer votre scénario sans avoir à vous soucier de paramètres tels que la sécurité, etc. Donc c'est très important et précieux. Une chose que je voulais dire par rapport à l'analyse technique, moi je suis membre du bureau de l'AFAT, qui est l'Association française des analystes techniques qui existe depuis 1990. Alors moi je m'occupe de la partie communication, du coup je suis quand même bien au fait de ce qui se fait, de ce qui se dit en analyse technique ces dernières années. Et ce que je constate, et c'est vrai pour beaucoup de domaines, c'est qu'il y a une grosse évolution. Donc ce qui était très novateur il y a 15 ans, 20 ans, justement tout ce qui est indicateur dérivé de prix comme le RSI, etc. Aujourd'hui, c'est passé vraiment au grand public et beaucoup de personnes ont accès à cette information et ont une compréhension de ce que représentent ces indicateurs. Mais à mon sens, il faut aller plus loin. En fait, on doit progresser et de toute façon, enfin, voilà, c'est comme ça. La connaissance progresse et la connaissance des traders particuliers aujourd'hui est bien plus importante que ce qu'elle n'était quand moi j'ai commencé, par exemple, en 2007. Donc, pour moi, il faut aller plus loin dans l'analyse technique que uniquement sur des indicateurs dérivés de prix. Je vais continuer sur ma présentation, 19h36, très bien. Focus sur l'objectif. Donc ça, c'est, euh, on est déjà bien revenu. Donc terminer en haut du classement, limiter son risque. Voilà, limiter son risque, en tout cas, ne pas griller ses cartes dès le début. On a vu qu'il y a déjà pas mal de participants qui sont à moins 90 ou à moins 100%. C'est dommage. Peut-être que certains d'entre eux, en plus, sont à un moment donné, dans la première journée ou dans la deuxième journée, passés par des performances remarquables, mais ils ont continué à trader. Il ne faut pas, à mon avis, oublier qu'on est là pour performer à la fin du concours. Donc, une fois qu'on a validé une bonne perf, déjà la sécuriser et attendre la mise à jour du classement. Alors, Maëva disait que les positions ouvertes ne sont pas prises en compte, donc le classement va beaucoup évoluer. Mais par contre, si on prend le classement définitif de l'année dernière, on peut déjà se repérer. Donc, par exemple, quelqu'un qui a enregistré une performance de 20% ou de 30% après quelques jours de concours, euh, bah, c'est intéressant. Par exemple, l'année dernière, quelqu'un qui aurait fait 30%, il se classait en 12e position déjà. Et ensuite, se calmer, voir ce qui se passe ailleurs et attaquer en fin de concours plus durement. Voilà, donc gérer son risque de manière cohérente avec l'objectif. Ici, le but, c'est d'en prendre du risque. On est dans un concours ludique sur compte démo, donc on est là pour performer, mais pas n'importe comment. Et dans un trading normal, la gestion du risque, c'est totalement primordial et ça doit passer avant tout. Donc, gestion du risque, rigueur, discipline et correctement cadrer, définir son risque en fonction de l'objectif qu'on va aller chercher et ne surtout pas en sortir de son plan de trading. Battre les autres traders, c'est bien ce qu'on cherche à faire dans cette édition. Alors, le sondage, le troisième, c'est avez-vous un risque maximum défini lorsque vous ouvrez une position? Si tu le souhaites, Parfait, je Maëva. le lance. Donc ça, c'est un petit peu dans l'idée tout à l'heure du take profit. Voilà. Est-ce que quand vous entrez dans le marché, vous avez déjà un stop loss qui est défini ou alors est-ce que c'est plutôt sur des critères d'invalidation technique? Je dirais là, même au travers de ces deux questions, la question et le thème plus général du money management est un petit peu évoqué. C'est-à-dire, est-ce que vous entrez dans le marché déjà en vous disant, voilà, je prends tel risque, mais en ayant cette espérance de gain. C'est un petit peu l'idée. Là, on a quand même déjà 50% de votants qui nous répondent massivement, quasiment 70% oui. Donc, alors, vous voyez, je trouve que c'est intéressant. Je me permets de faire quelques remarques parce que on se rend compte qu'en termes de risque maximum, on a 70% des personnes qui nous répondent oui. Et par contre, quand il s'agissait d'avoir un take profit clair, on avait quand même, c'était moins clivé au niveau des réponses, hein. Est-ce qu'on a accès aux résultats des sondages fermés ou pas? Oui, tout à fait. On a accès. Alors attends, je vais te On est à dire. combien sur le sondage Tech Profit?
Je vais te dire ça tout de suite. Hop. En tout cas, gestion du risque, là, c'est clair, hein, c'est un grand Ah, je oui. pourrais avoir le résultat que tout à l'heure. Mais D'accord. on était vers 59, 61%, alors que là, on est à 74%. Ouais. On monte même à 75. Donc il y a vraiment. Et alors, j'en profite pour faire un petit lien avec la psychologie parce que ça correspond vraiment à ce que moi je constate sur les traders particuliers. C'est-à-dire que on a tendance à être, je dirais, un petit peu plus restrictif avec le gain et au contraire, la perte, être un petit peu plus flexible. C'est-à-dire que le gain, très souvent, dès que le trader va réaliser un gain, même qui est assez, je dirais, faible par rapport au risque qu'il a pris, il va avoir tendance à clôturer rapidement pour clôturer son gain, alors que au niveau de la perte, même si elle est très claire dans son esprit, il va avoir parfois tendance à déplacer le stop, etc. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand on entre dans le marché, si on veut vraiment bien faire les choses et avoir une stratégie très carrée, on devrait avoir autant de contraintes au niveau de stop et également autant de contraintes du point de vue du take profit. Et en fait, quand on a justement je dirais cette tendance à couper trop rapidement les gains et au contraire à laisser filer les pertes, c'est un petit peu ce qui dessert à terme. Parce qu'en fait, même en ayant raison 50% du temps, bah, in fine, en appliquant cette stratégie-là, c'est sûr qu'on va perdre. Et je pense que le fait d'avoir un take profit qui soit beaucoup plus défini et beaucoup plus respecté, c'est, je dirais, une des astuces pour avoir un trading gagnant. Parce que c'est vraiment ce qui manque la plupart du temps aux traders particuliers, d'avoir un objectif clair et de s'y tenir et un petit peu de pas être trop greedy, hein, ce que j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que dès qu'on voit un petit gain, on le coupe, ou au contraire, quand on a tort, on se convainc que le marché va rebondir, mais non, c'est pas grave, je décale de 2, 3 points, ça va revenir, etc. Non, mais en fait, là, on est purement dans du biais psychologique et on n'est plus dans la rationalité de la stratégie, qui a priori est une stratégie que vous avez testée sur des unités de temps différentes, sur en tout cas des cotations passées. Et si vous décidez d'appliquer ces critères-là, c'est qu'a priori, ça doit fonctionner. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez défini votre stratégie, et ben très souvent, une fois qu'on est dans l'application pratique, on va se détourner de ce qui a été vérifié et on va aller vers la psychologie. On va un petit peu trop s'écouter et en fait, bah, c'est là qu'on prend des décisions qui en fait ne sont pas rationnelles et ne correspondent pas à ce que vous avez testé. Et c'est pour ça souvent j'ai des traders qui me disent oui mais bon j'ai testé et là ça fonctionne pas. Mais oui mais parce qu'en fait si vous vous posez bien la question, vous ne faites pas ce que vous avez défini. Parce que vous vous laissez aller à déplacer des stops, à aller sur des coupures de position qui sont finalement beaucoup trop tôt par rapport à ce que vous aviez envisagé. Et c'est souvent ce qui se passe. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous les traders, hein. Là, je parle bien sûr de la majorité des profils que j'ai pu identifier. Bien sûr. Il y a une grosse différence entre ce qu'on se dit et ce qu'on fait en tant que trader particulier. Et bah, il faut en sortir pour tendre vers un modèle, un plan, puisqu'au moins un plan qui soit bon, mauvais, on peut l'améliorer à partir du moment où on l'applique. Donc on peut se dire ça marche pas, etc. Si on se laisse déborder par ses émotions, et c'est vraiment une problématique ultra récurrente, eh bien on peut pas en fait améliorer. On est juste soumis à ces émotions. Elles sont fortes en plus en trading. D'ailleurs, bah, il y a des statistiques qui montrent que les approches passives sur le long terme battent largement les approches actives sur les marchés financiers. Si on est ici, c'est qu'on s'intéresse au trading et bah, c'est cohérent de s'intéresser au trading puisque la bourse, sur le long terme, elle surperforme les autres classes d'actifs. Par contre, elle est volatile et on passe par des épisodes de crash. Et bah, il faut, voilà,
avoir une poche en tout cas de trading actif fait sens et en tout cas amène énormément de connaissances et peut à certains moments battre le marché et en tout cas se couvrir de manière cohérente. Mais à mon avis, il faut essayer de ne pas être trop dans la compétition quand on traite. C'est un peu marrant parce que ce soir, on est en train de parler d'une compétition, mais justement, là, ce soir, c'est une dimension ludique, mais dans son trading au quotidien avec argent réel, il faut essayer au maximum de se détacher pour se concentrer sur le process et l'optimisation du process et la recherche d'un trading rentable, plaisant aussi, hein, qui prenne pas trop la tête. Après, ça dépend sa dimension, hein. Si on fait du trading pour son pur plaisir ou si on a une dimension professionnelle, euh, voilà, quelques éléments que je voulais préciser. Ok, alors focus sur l'utilité, ça c'était bon et je vais passer au slide suivant. Ajuster son risque. Alors, Ah, c'est bon, j'ai ok, clôturé le sondage, on voit bien les slides. ajuster son risque. Je voudrais dire que dans le cadre de ce concours, si on prenait tous position dans un sens ou dans l'autre de manière aléatoire, à la fin, on devrait tendre vers 49% de traders profitables et tendre vers 51% de traders perdants, puisqu'on a un spread entre les deux. Mais en fait, on tendrait vers 50-50. Ce serait purement statistique, comme jouer à pile ou face. Ce qui va ensuite justifier une distribution totalement différente du classement, c'est-à-dire un grand nombre de traders qui vont entièrement perdre l'argent sur le compte démo qui leur est alloué et quelques-uns qui vont aller jusqu'à 600% de performance, ça va être la compétition et l'objectif. Donc, j'en ai déjà parlé, mais gardez en tête cet objectif et optimiser ses prises de décision pour tendre vers le profit à la fin du concours. Donc, ajuster son risque en fonction de ça. C'est un travail mental à faire et à mon avis, si on veut en tout cas gagner sérieusement dans le concours, si c'est ça l'objectif, d'arriver dans les 3 premières places, il ne faut pas trader comme d'habitude. Et si justement il faut être très rigoureux au quotidien dans son trading avec argent réel, dans ce concours, il faut savoir à un moment donné prendre des risques pour aller chercher la performance. Et en fait, je pense que c'est un exercice qui est plutôt bien justement de différencier les choses, puisque c'est souvent le travail du trader. Le contexte évolue, les objectifs évoluent, et le trader doit garder une certaine maîtrise de lui, une vision claire des objectifs, de ne pas se laisser déborder. Là, la mission, c'est d'arriver dans les 3 premiers. Et je vais tout faire pour tendre vers ça. Donc, je vais donner quelques Alors pistes pour justement, ajuster son. Ouais. j'allais te demander là pour vraiment connaître ta stratégie. Donc, tu as dit, toi, tu vas être actif plutôt la deuxième semaine, a priori, pour attendre de voir un petit peu comment vont se positionner les différents participants. Et alors, bon, au niveau de ta stratégie, j'imagine que tu vas pas donner toutes les ficelles, mais toi, tu te bases surtout sur de l'analyse technique. Qu'est-ce que tu vas regarder? Est-ce que tu vas aller que sur du price trigger? Qu'est-ce que tu vas faire finalement vraiment pour prendre tes décisions d'investissement? Ok. Je vais faire de l'analyse technique assez simple. Je vais cadrer les choses, donc faire le travail que j'ai présenté précédemment. Donc, par exemple, le lundi de la semaine prochaine, je me dirais, voilà où on est le classement. Je vais terminer dans les 10 premiers. Le 10e, il est, par exemple, à 30% de performance. Il faut que j'ai cherché 30% avec mon capital. Donc, quel est l'actif et la configuration qui me semble optimale pour aller chercher cette performance, tout cela en 9 trades, du coup, puisque j'en ai passé un, il m'en reste 9 à passer. Donc, dans la prise de décision concrète, souvent, ce que je vais faire, ça va être du suivi de tendance. Et vu qu'on est dans du trading intraday, eh bien, je vais regarder mon graphique. Alors, je vais juste afficher ma plateforme en même temps. Voilà, vous devriez l'avoir à l'écran. Je vais la passer en plein écran. Donc là, je suis sur le S&P et je vais basculer. Alors, je vais en fait Oui, aller on sur voit le bien. CAC et je vais basculer en graphe 5 minutes. Donc, ok, aujourd'hui sur le CAC 40, on a eu une séance plutôt de baisse, mais dans une dynamique de fond haussière ces derniers jours. Il n'y a pas de pic de volatilité ou de nervosité. Aujourd'hui, c'était férié aux États-Unis, donc c'est une journée plutôt calme. Là, typiquement,
C'est difficile à dire parce que là, il commence à être tard et ça n'a plus vraiment de sens de trader sur le marché européen à cette heure-là et c'est férié aux États-Unis, donc je ne peux pas regarder les indices US. Mais une stratégie de suivi de tendance et de prise de position quand on approche de zones de support et qu'on sent que les acheteurs commencent à revenir, ça c'est quelque chose de cohérent. Et bah voilà, je sais que la probabilité est dans mon sens puisque je suis la tendance. Je rentre sur une phase de repli qui s'affaiblit où les acheteurs commencent à revenir. Donc ça aussi, c'est un indicateur supplémentaire en ma faveur. Euh, Mon stop loss, alors je ne sais pas encore comment je l'articulerai en fonction de comment ça se passe. Surtout que là, je suis dans un concours, donc j'adapterai vraiment ma réflexion. Sinon, moi, en temps normal, si je dois prendre une position directionnelle comme ça, je vais avoir tendance à fermer ma perte en plusieurs fois, en 3, 4 fois, même 5 fois. Pour laisser ma position quand même vivante un certain temps, sauf si on a un changement drastique de contexte. Donc, c'est-à-dire que là, si par exemple je joue un rebond, déjà là ce sera un peu tôt, donc j'attendrai un réel retour des acheteurs pour rentrer. Le type de bougie qu'on peut avoir ici par exemple. Voilà, là par exemple, après cette bougie, pour moi c'est cohérent si on cherche une position à l'achat, de rentrer. Euh, on l'attendait, on a une dynamique de fond qui est haussière, on a une correction, et là on a un réel retour acheteur. Bon, bah, pourquoi pas acheter ici? Et ensuite, bah, placer son objectif et ses stop loss en conséquence, et se dire si ça se passe mal, bah, peut-être je prends une première partie de la perte si on casse par le bas la bougie qu'on vient de marquer, une deuxième partie de la perte si on casse par le bas le plus bas précédent, et une troisième partie de la perte à un niveau de prix plus bas. Ça peut être un type de réflexion. Capturer le gain en une fois parce qu'on est dans un concours et que si j'atteins mes 30%, bah justement, c'est focus sur l'objectif. Euh, je les prends et je ne vais pas continuer à prendre du risque. J'ai atteint mon objectif, tant mieux. Après, quelque chose que j'aime bien faire dans mon trading réel, c'est aussi gérer le risque avec les options. Là, on ne peut pas le faire dans le cadre de ce concours, mais typiquement, si vous achetez du CAC 40 avec un risque modéré et que le marché part contre vous, eh bien, vous pouvez, par exemple, vendre une option en face pour encaisser la prime sans augmenter votre risque, puisque vous êtes couvert si le marché repart avec la position sur l'actif directionnel. Mais je ne vais pas trop en parler puisque ce n'est pas l'objet du concours. Mais voilà, optimiser, gérer son risque et gérer des positions qui se passent mal avec des options, c'est aussi hyper intéressant et hyper puissant sur le long terme. C'est ça. Donc voilà, quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si ça suffit. Écoute, oui, oui, hein, je pense que ça donne quelques idées de la stratégie que tu vas appliquer. Est-ce que tu veux qu'on passe Ouais, il est 19h53, alors je vais aller vite. Estimer le ratio rendement-risque. Bon, ça, ok, on vient d'en parler en plus. Chercher la performance en assumant le risque relatif. Respecter le plan de trading. On a déjà parlé de tout ça. On peut peut-être lancer un autre sondage. Euh, bah, celui sur si tu... l'intelligence artificielle peut-être? Ok, ok. Eh bien, c'est vrai que ça, c'est une thématique vraiment du moment, l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, l'action Nvidia a explosé ces derniers mois sur cette thématique qui va être gourmande en ressources et donc, tout ce qui touche aux cartes graphiques notamment, qui est vraiment le cœur du savoir-faire et du métier d'Nvidia ou de AMD. Et bah voilà, moi je pense que c'est... alors, je ne sais pas si ce sera une révolution bouleversante. Moi, j'aurais tendance à dire oui. En tout cas, ce sera une réelle évolution, ça c'est déjà certain, ne serait-ce que bah, par ces exemples graphiques que j'ai à l'écran, réaliser des images comme celle-ci qui correspondent exactement à ce que je veux montrer. Là, par exemple, je voulais montrer sur ce nouveau slide, optimiser son timing. Euh, c'est une superbe image en fait qui aurait nécessité le savoir-faire d'un graphiste il y a encore quelques mois en arrière, hein, il y a 6 mois, un an. Et aujourd'hui qu'on peut faire soi-même. Et ça va être vrai dans plein de domaines comme le code, etc. Donc il faut vraiment suivre ce qui se passe là et savoir surfer sur les tendances. C'est vraiment une caractéristique importante du trader ou même de l'industrie financière au sens large. Donc voilà, surveiller tout ça. On est dans un contexte qui n'est pas forcément top pour financer l'innovation, parce qu'on a des taux qui sont élevés, donc c'est plus facile de financer l'innovation quand les taux sont bas. Ceci dit, si une évolution technologique majeure s'impose,
elle sera financée et voilà, il faut surveiller. Il y a souvent des très belles choses à faire. Nvidia, ces derniers mois, en est l'exemple. Voilà, l'intelligence artificielle. Donc, le sondage, c'est utilisez-vous les applications d'intelligence artificielle? Ça y est, les gens ont répondu déjà, Maëva? Ouais, tout à fait. On a 74% de votants et une très large majorité qui n'utilisent pas encore ces applications d'intelligence artificielle, hein, parce qu'on a 78% de non sur l'utilisation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement neuf et finalement, c'est pas encore entré, je dirais, dans les réflexes d'aller utiliser ces applications-là quand on a je dirais, besoin de réaliser un travail hein, qui soit rédactionnel ou, comme tu disais, de codage ou même de penser un système. Finalement, c'est pas encore entré dans les mœurs. Alors oui, mais moi je dirais que justement, en fait, il reste beaucoup de marché d'évolution à venir, de parts de marché à prendre pour l'intelligence artificielle. Et pour ma part, en tout cas, j'utilise GPT-4 régulièrement pour obtenir de l'information, via Bing notamment, parce que Microsoft a pris une part très importante par rapport à GPT. GPT, elle a intégré à ses différents outils, là, Bing ou même sur Skype, on peut communiquer avec l'intelligence artificielle. Les résultats sont bons, mais sont pas encore au top. Mais voilà, c'est quand même une technologie qui est nouvelle. Mid-journée pour les images, c'est pas encore ultra grand public, mais franchement, c'est impressionnant. Donc moi, je dirais que bah, on va y venir, hein, petit à petit, on va voir cette part augmenter parce que c'est quand même très puissant à mon sens. Voilà, mais on va voir, en tout cas, c'est intéressant de voir que pour le moment, 80% de nos auditeurs n'ont pas l'habitude d'utiliser ces applications. Ok, je vais juste terminer les 19h56. Optimiser son timing, ça c'est important. Une fois qu'on a fait tout le cadrage, donc statistique, fondamentale, statistique, analyse technique, analyse des flux, eh ben, il faut passer à l'action. Donc, bah, open, go, on y va sur le marché et on prend un trade. Il y a quand même des éléments à regarder, c'est la tranche horaire dans laquelle on est, surveiller les open. Donc, en Europe, c'est 9h du matin, aux États-Unis, 15h30. Dans ces phases d'ouverture, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de prises de position, il y a beaucoup d'ordres qui passent, il y a tout le travail des market makers, etc., qui font le prix. Donc, c'est des moments de la journée assez cruciaux où il y a beaucoup de retracements. Les ouvertures des marchés européens et américains, ce sont des moments clés. Volatilité, donc estimer, cadrer et tenter de profiter de la volatilité ambiante. En ce moment, elle est plutôt basse. Après, il faut regarder au jour le jour. À l'analyse technique, donc optimiser son timing d'entrée et de sortie via l'analyse statistique, fondamentale et technique. Et gérer, donc suivre et accompagner son trade dans le respect de son plan de trading. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Plan de trading important, le respecter primordial pour pouvoir ensuite l'ajuster. Même s'il n'est pas bon, ben voilà, au moins on a quelque chose à quoi se rattacher. Je veux dire une chose par rapport aux phases et au moment d'ouverture des marchés. Je vais juste remontrer mon graphique ici. Pam. Vous voyez, ce matin à 9h, l'open, elle est ici. Et donc, c'est toujours des moments où les marchés bougent. Alors, pour ceux qui font du trading à court terme, c'est des moments intéressants. Moi, pendant longtemps, hein, et en réel, j'ai appliqué une stratégie court terme de trading à l'ouverture des marchés américains qui cherche à tirer profit de ces écarts et de ces corrections très récurrentes, hein. C'est souvent qu'on balaye à l'ouverture, donc c'est-à-dire qu'on va travailler un peu en haut, un peu en bas, et le marché n'a pas encore ses repères parce que c'est l'open, et on peut faire un travail intéressant de retour sur les niveaux d'ouverture. Après, c'est pas, il y a absolument rien de miraculeux et de récurrent à 100%, donc il faut faire le travail d'études statistiques, de backtest pour voir avec quelle récurrence on peut tirer profit de mouvements et de moments de marché qui présentent des caractéristiques qui se répètent dans le temps. Voilà. Observer les traders, étude du classement de la précédente édition du IG Summer Trading Challenge. Je suis largement revenu là-dessus. Tenter en fin de concours, donc je vais terminer sur ce slide où en fait j'ai représenté une. Alors, il y a deux choses. Vous voyez une distribution en cloche en bleu, donc de la loi normale. Ça, c'est la distribution classique de variation d'un actif financier au jour le jour. Donc,
on va avoir un maximum de séances qui vont être de faible amplitude, donc comprises entre moins 1% et plus 1%. Et plus on tend vers voilà, par exemple, des séances à moins 3, moins 4%, ça devient extrêmement rare. Et pareil, des séances à plus 3, plus 4, ça devient extrêmement rare. Et on sait que statistiquement, 70% du temps, eh bien, on va osciller entre plus 1,5%, moins 1,5%. Enfin, après, il faut affiner en fonction de l'indice, de la volatilité implicite spécifique à l'indice qu'on regarde. Mais voilà le type de réflexion. Et je voudrais adapter aussi ce type de réflexion au concours, tenter en fin de concours, je voulais dire, les dernières heures sont explosives et agitées, la course aux places gagnantes. Et pour ceux qui ont l'habitude de regarder les options, eh bien, plus on approche de l'échéance, plus le gamma devient élevé et on a l'aspect convexe, la convexité qui prend tout son sens en fait. Et soit l'option va finir sans valeur puisqu'elle est sous le niveau de strike, soit elle va prendre de la valeur et gonfler et on peut profiter de tout le potentiel d'effet de levier compris dans l'achat d'une option. Et ben ce type de logique, on peut aussi l'appliquer au concours, c'est-à-dire que plus on va tendre vers l'échéance du concours, vers la fin du concours, plus ça va être justifié de prendre du risque pour aller chercher les places payées si c'est son objectif, puisque de toute façon, voilà, si l'objectif c'est vraiment d'être dans les places payées, à la fin, quelque part, on n'a plus rien à perdre. Soit on est en dessous de la troisième place, et à ce moment-là, une prise de risque sera justifiée pour tenter d'entrer dans le top 3. Donc bien garder ses munitions, y aller piano piano, et plus on approche de l'échéance, plus on ajuste. Donc soit on prend plus de risques, soit on en prend moins pour tendre vers son objectif. C'est là où tout se joue à l'approche de l'échéance. C'était ça que je voulais dire. Eh ben, ce sera tout pour moi. Merci pour votre participation. C'était sympa. Et il y a eu Merci pas beaucoup, mal d'auditeurs. Fabien. Ouais. Je te souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été avec nous. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay dès demain sur IG Academy, également sur notre chaîne YouTube. Et dès demain, vous nous retrouverez à 18 h, cette fois-ci en compagnie de Christophe Baird et Nicolas Suiffet. Ils vous parleront des best practices de l'analyste. Donc, ce sera vraiment l'idée sur l'analyse technique. Quelles sont les choses, je dirais, clés, les éléments clés à regarder. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à vous inscrire. Ce sera demain à 18 h. Excellente fin de journée et merci à tous. Au revoir, Maëva. Au revoir. Bye, bonne soirée.